Bonjour, la technique. bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission de Focus 15h30, nous sommes dimanche, donc comme d'habitude, donc une émission que nous avons dédiée à une thématique très très importante. Donc je suis Perle, avec Joël aujourd'hui, on reçoit une fois de plus une invitée de marque et nous avons hâte d'entamer cette émission avec une thématique que vraiment je trouve assez inspirante, assez importante d'ailleurs pour les femmes. On dit souvent que, enfin ma mère me dit souvent que l'argent, parce qu'il compte, parce que combien on en a, ce qu'on en fait. Alors nous les femmes aujourd'hui, on va parler indépendance financière des femmes, comment dépenser et investir intelligemment, bien évidemment. On va avoir des astuces pour pouvoir faire cela. C'est très important pour les femmes, pour le coup, pour la société, mais surtout, il ne faut pas oublier que tout commence par nous. Et j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. On arrivera à avoir vraiment des astuces et des conseils assez différents, assez importants pour pouvoir mettre en place ces pratiques. Et surtout, j'espère que vous avez pris de quoi noter et surtout, n'oubliez pas que nous sommes tous là pour nous entraider et interagir également sur les réseaux sociaux de Focus. Et puis on aura avec plaisir pour votre question pour pouvoir se mettre à notre invité du jour. Alors Joël, je te laisse se présenter Edith Brou. Je pense qu'elle a un CV long comme le bras et inspire beaucoup de femmes encore une fois. Je vais la présenter. Je l'ai taquinée dans la semaine parce que je lui ai dit comment je peux te présenter. Tu es déjà plus connue que Koufé-Voigny. Non, c'est pas arrivé là-bas. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Mais je vais la présenter succinctement avant de lui passer la parole et puis qu'elle puisse en dire plus. Donc, elle est quand même classée dans le top 100 des femmes les plus influentes d'Afrique. Donc, on rigole pas. Non, elle est très gentille et Dieu merci. mais sinon, on rigole pas. Et voilà, elle est web entrepreneur, elle est trader indépendant, elle est cofondatrice du magazine Ayana. Et donc, voilà, je suis très heureuse de la recevoir parce que c'est une personne très accessible, malgré le CV long comme le bras, comme dit Perle. Très gentille, très accessible. Donc voilà, nous, on reçoit des femmes qui peuvent aussi inspirer d'autres femmes et justement qui permettent aux autres femmes de rêver et de se dire que moi aussi je peux atteindre aussi ce niveau si je fais ci, si je fais ça, si je mets ça en place. Donc voilà, merci Edith. Je te laisse la parole pour que tu te présentes, que tu présentes tes activités, ce que tu veux de toi. Ben, merci Perle, merci Joël pour l'opportunité et puis bonsoir à toutes et certainement à tous. Je pense qu'il y a forcément des hommes également qui viennent prendre des secrets pour écouter. Donc, je suis Edith Brou Bleu, Madame Edith Brou Bleu. J'ai 35 ans, voilà. Je vis en Côte d'Ivoire. J'y suis née et je travaille dans différents domaines, on va dire, mais bon, principalement dans la communication digitale parce que j'ai débuté dans ce domaine en 2009. Et j'ai travaillé comme digital manager pour différentes boîtes et ensuite je me suis lancée en 2016 et depuis je suis consultante en communication digitale pour certaines structures, entreprises et je suis également depuis 2020 chroniqueuse télé donc sur la chaîne de télé privée Live TV. Chaque soir du lundi au jeudi de 20h à 21h sur le plateau avec d'autres chroniqueurs. Je suis un peu comme Joël et je suis depuis j'ai démarré depuis on va dire 1 an et demi 2 ans comme tradeuse indépendante parce que j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, à l'investissement en bourse, au trading, comment ça fonctionne. Donc, je suis toujours en apprentissage, mais bon, ça fait maintenant 2 ans, je pense que j'ai commencé à avoir certaines bases puisque je continue à me former, à apprendre et à investir en réel. Donc, on va dire, voilà, je suis dans le domaine de la communication digitale parce que j'adore la technologie. Je suis une geek. J'aurais pu finir comme Chloé O'Brien si je m'étais concentrée sur le coding, mais bon, j'aime le côté aussi bling bling de la communication digitale, donc finalement je suis restée dedans et voilà, donc c'est un peu ce que je fais au quotidien et je suis maman de 2 petits garçons de 13 ans et 8 ans. Eh ben, dis donc. Oui. Là, tu nous mets directement on met vraiment les pieds dans le plat. Exactement. Parce que là, on voit que tous tes œufs ne sont pas dans le même panier.
Ah, donc c'est le principe en investissement boursier aussi, en investissement même en général, même si c'est pas boursier, il faut diversifier ses sources de revenus parce que si on a tous ses œufs dans un seul panier, si ça crache, ben à un moment donné, voilà, on peut pas faire des sauts de chat comme dans la danse classique où on peut rebondir sur un autre pied. Voilà, donc il faut pouvoir diversifier à un moment donné. C'est un peu le même principe que pour les pays. Un pays ne peut pas avoir tous ses œufs dans un même plat. Si on ne fait que la culture du café cacao et qu'on ne diversifie pas son économie, à un moment donné, quand les cours baissent, mais c'est tout le monde qui trinque, quoi. Donc c'est pareil dans la vie également. Il faut avoir diversifié sans trop s'éparpiller, avoir 2 ou 3 sources de revenus pour pouvoir, à un moment donné, lorsque ça flanche d'un côté, pouvoir rebondir sur un autre, quoi. C'est vrai, c'est très important. On va tout de suite dans le vif du sujet. Une question de départ, parce que spontanément, par l'émission, c'est un peu le ressenti que j'ai eu au tout début. Quand on est une femme, qu'on soit en couple, avoir un budget mensuel, un budget, c'est important. Il y en a qui ne savent pas forcément le faire. Est-ce que, avant de parler d'investissement, avant de commencer à parler de pouvoir comme ça diversifier les revenus, est-ce qu'il n'y aura pas au tout début des marches à faire en termes de pratiques, de bonnes pratiques, bonnes habitudes pour commencer justement à avoir de quoi investir? Est-ce qu'il y aurait comme ça des petites astuces à mettre en place et des petits conseils à donner aux femmes pour pouvoir au moins entamer la démarche? Donc ça c'est une très bonne question. C'est vrai qu'avant j'avais de mauvaises habitudes en fait, on va dire. J'étais très dépensière et c'est comme quand je pense qu'en général ça arrive à certaines femmes, hein. On va faire du shopping comme de la thérapie. Et quand on commence, on se dit bon, je vais aller acheter 2 ou 3 choses dont je pense que j'ai besoin, mais j'ai pas forcément besoin. Et finalement, lorsqu'on est dans la situation d'achat, on se dit ben ouais, ok, on y va, ouais, ça va. J'ai un trou sans fond dans mon sac, je ferme les yeux, je regarde pas les notifications de mon SMS de ma banque, et puis j'y vais, j'y dépense. Et puis en fin de journée, on se retrouve avec des choses qui ne nous servent pas, qui vont pas nous servir, on a dépensé le budget de la maison, de tout, quoi. Donc, la première démarche, déjà, c'est d'écrire. Pourquoi écrire? Écrire, c'est important parce que ça nous permet d'avoir en vision tout ce qu'on dépense. Et la première fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à noter mes dépenses. J'ai repris, il faut avoir ce réflexe aussi de garder ses tickets de caisse, même si c'est les tickets les plus insignifiants. Et en fin de mois ou en début de mois, on s'assoit. On a le sac ou bien le classeur où on a jeté tous les reçus, qu'importe, les reçus les plus insignifiants. Et on les ressort. On prend un cahier. C'est vrai que je suis très geek et c'est vrai que je suis plutôt clavier, mais écrire, c'est comme une thérapie pour moi. Et ça m'a permis de faire une thérapie. Donc, je me suis assise et j'ai commencé à reprendre les reçus et à regarder, à noter, et à noter, à noter. Et ça permet de voir où va notre argent. Lorsqu'on se dit, ah, mais attends, j'ai été payé 100, j'ai eu tel montant, et puis ça finit chaque mois. Mais où va mon argent, en fait? Et lorsque vous faites ça, vous notez, dépenses, entrées. Et vous vous rendrez compte que le tableau, la colonne des dépenses est 2 fois supérieure à la colonne des entrées. Vous dites, attends, mais sérieux? Comment je suis capable de dépenser quelque chose que je n'ai pas? Parce que finalement, on se retrouve à se créer des besoins dont on n'a pas, surtout pour le budget, par exemple. Donc, j'ai tout noté et je me suis rendu compte que je dépensais plus que ce que je gagnais et que mon argent allait comme dans un trou noir, était aspiré par des dépenses récurrentes qui n'étaient pas nécessaires. Alors que lorsque vous faites un point, vous dites, mais attends, pour la maison, on ne peut manger que par exemple tel montant. J'ai besoin de payer ça pour la nourriture chaque mois. Donc c'est suffisant. Il faut prioriser l'électricité, les charges d'électricité, d'internet, c'est important. Les besoins importants d'abord en priorité. Et ensuite, maintenant, si on a des enfants, également mettre en priorité aussi l'école, parce qu'il y a la scolarité également, il y a les vêtements des enfants, tout ce qui est important pour la maison, d'abord en priorité, avant de penser d'abord à nous. Parce que le stress, il vient d'où? Le stress, il vient que souvent, on se met d'abord en priorité avant de mettre en priorité les dépenses de la maison. Donc, vous finissez de faire cette colonne et ça permet d'avoir une sorte de big picture de toutes vos dépenses et de voir où va l'argent. Et lorsque vous voyez où part l'argent de façon inutile, vous fermez la porte. Vous bloquez en vous disant, ok, non, c'est bon.
j'arrête cet argent que j'ai dépensé, que je n'ai même pas gagné et que j'ai réussi à dépenser. Si j'arrive à le bloquer, ça peut servir à soit épargner, soit à investir ou à acheter des choses qui sont nécessaires pour la maison. Et vous vous rendez compte que vous pouvez vivre avec ce que vous gagnez, et même peut-être un tiers de ce que vous gagnez, ou bien 2 tiers de ce que vous gagnez, et puis le reste, vous pouvez le mettre de côté pour investir. Donc, mon conseil, c'est de noter, de voir où vont vos dépenses, de sortir et de garder vos tickets de caisse les plus insignifiants. Et puis, chaque mois, vous bloquez 2 heures ou 3 heures, et vous notez tout, vous notez. Ça fait du bien également de noter. Et puis, vous voyez où vont vos dépenses, et vous décidez d'annuler ce qui n'est pas nécessaire au budget de la famille. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte que vous pouvez garder 10% ou 20% de cette somme-là et qui peut vous servir à quelque chose. Donc, notez toutes vos dépenses et surtout, essayez d'identifier vos entrées pour voir et faire la comparaison, faire le ratio. Ouais, là, c'est très fort. Ah, c'est un exercice de 2021 qui va me traumatiser, je le sens. Ah oui, non, une gifle. Une gifle. Merde. Mais attends, est-ce que j'avais besoin de ça finalement? Surtout, je suis désolée, hein, mais nous les femmes, c'est vrai qu'on aime bien s'habiller et tout, mais je me suis rendu compte, mais Dieu merci au corona, même si c'est le bordel ce corona, mais je me suis rendu compte que pendant les 3 premiers mois de confinement, je portais pas ce que j'avais payé, déjà à la base, je veux dire. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce que je paye en général sur un coup de tête, parce que j'ai vu ça sur Instagram et tout, ouais, ok. Et puis je paye et finalement je le porte qu'une ou 2 fois, parce que nous les femmes aussi c'est ça, hein. On va le porter 1 ou 2 fois. Et puis finalement, j'ai rien dans ma garde-robe. Mais si, t'as des choses dans ta garde-robe en fait. Mais bon, pourquoi je vais reporter ça une 3e fois, 4e fois, ça n'a pas de sens. Mais l'argent que tu as dépensé, ça a du sens. Donc finalement tu te dis ah non, moi en tout cas dans ma philosophie, c'est vrai que je suis assez radicale, hein, finalement j'ai pris des décisions radicales. Je me dis, moi je suis habillée tranquille, j'ai mon jean, j'ai 2 ou 3 basiques dans ma garde-robe, comme une veste noire, comme un t-shirt noir, ou bien un top noir ou un top blanc. En général dans la semaine, même si je dois aller des rendez-vous, j'essaie d'être le plus casual possible, mais bon, normal quoi, avec mon basique jean bleu, veste noire ou t-shirt noir ou t-shirt blanc et tout, le moins d'accessoires possible pour me créer le moins de besoins inutiles possible. Parce que de toute façon, si je me plais à moi, c'est suffisant en fait. Donc, ça me permet de pouvoir dire, ah mais le budget que j'ai dépensé, peut-être les 200 € ou bien 100 € que j'ai dépensé sur la robe, que finalement que j'ai gardé dans mon placard depuis des mois que je ne porte pas, mais ça aurait pu servir à quelque chose en fait. Et quand je regarde toute ma garde-robe, je me dis, ah mais attends, ça c'est un budget, finalement je ne les porte pas. Et on les donne finalement à des personnes. Peut-être qu'on peut les revendre, ça aussi c'est une possibilité, on les revend. En Europe ça existe beaucoup, on peut les revendre. Mais c'est vraiment de limiter au maximum nos besoins inutiles et prioriser nos besoins prioritaires. Et surtout, c'est une sorte de discipline, c'est-à-dire que réfréner comment on appelle ça, nos envies spontanées. Et ça, les réseaux sociaux nous ont poussé à ça, nos envies spontanées. Ouais. Tu envoies un message au créateur ou au vendeur. Ah oui, c'est combien, ça coûte combien? Mais moi, quand je fais ça, je sais que je me suis engagée en fait. Donc, j'essaie d'éviter au maximum les besoins qui ne sont pas nécessaires et d'être discipliné. C'est la discipline qui est la clé pour pouvoir contrôler son budget. Il y a une question qui me vient en tête du coup, parce que ça me fait penser un peu au régime alimentaire. Et tu vois, quand tu as dit que tu avais noté et que ça t'avait fait une sorte de thérapie. Et là, je me dis, mais en fait, ça vient compenser quelque chose, quelquefois. Tu vois, le fait de dépenser autant. Moi, tout le monde n'a pas peur de ce que tu vois sur moi, là. Moi, je suis transparente. Ça dépend. On a dans toutes ces grosses manches. Et les coups plantés en dessous, on va les chercher. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, en fait, ça détend. C'est ça. Donc, en fait, il y a même derrière même une vraie thérapie, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que ce besoin-là est si primordial pour moi? Ça passe avant les charges de la maison, etc. Donc, ça me fait penser, c'est vrai, au régime alimentaire, quand on dit, c'est bien, tu vas réduire ta nourriture, etc. Mais essaie d'identifier pourquoi ton plaisir se trouve dedans. Donc, moi, je me dis, est-ce que quand tu as fait ça, quand tu as commencé à rayer les lignes inutiles, etc., tu parlais justement de ta garde-robe, etc., est-ce que tu as trouvé un plaisir, ce plaisir d'acheter dans des choses qui étaient inutiles, est-ce que tu as réussi à le recréer dans autre chose?
recréer dans autre chose. Dans les investissements peut-être, mais est-ce que... Oui, en fait, oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que, pareil, hein, tu parles de nourriture aussi. Quand tu as une longue journée de travail, tu rentres à la maison, tu vois la nourriture, tu as envie de te détendre aussi avec la nourriture. Ça, c'est tout ça le self-control. Même si c'est pas évident, il y a forcément des jours où on a des chutes. On a un cheat day où on se laisse aller, on se lâche, en fait. Mais je pense que j'ai réussi à trouver, on va dire, retrouver ce plaisir-là dans les chiffres, dans le fonctionnement de la bourse, en fait. J'ai réussi à me créer une routine et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Après, tout le monde ne peut pas forcément adorer, mais je me suis rendu compte que j'ai commencé à adorer regarder des graphiques boursiers. Je sais pas, c'est bizarre, je suis bizarre, mais j'ai commencé à adorer ça, à essayer de comprendre comment fonctionne tel schéma, tel graphique, pourquoi à un moment donné ça monte, pourquoi à un moment donné ça descend. J'ai commencé à me mettre des horaires, par exemple, de 9h, puisque ça ouvre à 9h45, pardon, ici, le marché boursier ivoirien, à 14h, à me mettre des horaires à regarder, en fait. Et ça me détend même sur mon téléphone, juste pour regarder les graphiques, quand ça monte, quand ça descend, même si je ne fais rien, ça m'a détendu, en fait. Et ça m'a vraiment permis de sortir de l'addiction, de la dépense compulsive. En fait, maintenant qu'on achète quelque chose, c'est que j'en ai vraiment besoin. Et j'ai compris aussi, parce que j'ai découvert autre chose, j'ai découvert le minimalisme en regardant un documentaire sur Netflix. Je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant la même, je pense que, comment elle s'appelle, Marie Kondo, je pense. Oui. Voilà, c'est l'art et tout, l'art du rangement. Et elle disait, en fait, quand vous prenez un vêtement qui est dans votre garde-robe, sortez tout, prenez le vêtement et puis attrapez-le. Si vous l'attrapez que vous ne ressentez rien, mettez-le de côté, donnez-le ou jetez-le. Si vous ressentez quelque chose, dès que vous l'attrapez, c'est que vous devez le garder, en fait. Et je pense que c'est la stratégie du minimalisme et de la discipline qui m'ont permis de me rendre compte que, en fait, j'ai pas besoin de garder tout ça, en fait. J'ai pas besoin de me créer un besoin qui n'est pas nécessaire à ce moment donné. Et de trouver une autre alternative, comme tu dis, pour me détendre. Et moi, c'est regarder les graphiques, m'intéresser aux chiffres. Je pense que c'est ça qui me détend finalement. Et oui, ce qui me détend aussi, le cinéma, regarder la télé, lire un livre et prendre mon temps. C'est-à-dire l'art de la lenteur, c'est-à-dire prendre plus de temps pour moi et ne pas le mettre sur un autre besoin. Bon, peut-être c'est trop dire, factice, hein, mais un autre besoin qui finalement ne va pas me satisfaire longtemps, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on finit de faire du shopping, ouais, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, et puis lorsqu'on rentre à la maison le lendemain, ouais, bon, le sac, la chaussure, c'est ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, en tout cas, j'ai trouvé une autre alternative pour essayer qui me détend, qui me plaît et qui me procure du plaisir, parce que c'est bizarre, je suis bizarre. Vraiment, regarder les graphiques comme ça, voir comment ça fonctionne, regarder des vidéos YouTube qui expliquent comment fonctionne tel graphique, pourquoi le cours de Tesla a baissé, chose. Ça me détend finalement. Voilà. Ouais, trouver une alternative qui vous détend, mais qui est saine en fait. Voilà, qui est saine. Ouais, c'est très intéressant ça. Ça peut même marcher peut-être pour les fumeurs de cigarettes ou je ne sais quoi. Ouais, c'est vrai que c'est radical et dupliquer. Tu peux dupliquer à l'infini. Et ça, c'est surtout quand tu as eu un choc. Ça vient quand tu as eu un choc, en fait. Ouais. Quand à un moment donné, tu es dans une situation de tellement grosse galère, tu n'as même pas un rond. Et tu dis, mais attends, c'est ce phénomène que je pense qu'on a vu dans certains documentaires, le phénomène de travailleur pauvre. Oui. C'est-à-dire que tu travailles, tu as un job, tu as un métier, tu as de l'argent, mais finalement, tu travailles pour le prochain salaire. Tu vois, et ça a un mauvais goût dans la bouche, quoi. C'est-à-dire que tu attends que le mois finisse pour avoir encore ce salaire, pour le dépenser encore. C'est désagréable comme sensation, en fait. C'est vraiment désagréable comme sensation. Et vraiment, il faut trouver le moyen de canaliser l'énergie qu'on a dans les dépenses, dans autre chose. Que ce soit peut-être le sport, que ce soit peut-être une activité artistique. Peindre, écrire, dessiner. On peut se trouver une passion qui était cachée en nous qu'on ne savait pas en fait. Par exemple, moi, pendant le confinement, j'ai appris à monter et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Alors que j'ai toujours pensé que le montage, c'était dur, c'était compliqué, surtout quand je donnais à mes collaborateurs un travail de montage.
Attends, moi, je veux rien savoir. Je te donne les rushs, tu fais le travail. Et quand je le voyais même sur le Mac, avec les pistes de montage, j'ai dit, oh putain, il va souffrir, le pauvre. Mais bon, moi, je veux rien savoir, tu fais mon travail, c'est tout. Et quand je me suis intéressée pendant le confinement, que j'ai découvert à quoi ça ressemblait, que j'ai commencé à assembler, à placer des pistes de montage, des rushs, et puis après, je me dis, mais attends, mais c'est intéressant. Et je peux passer peut-être de minuit jusqu'à 2h du matin, je peux être dessus. Et j'ai une sorte de plaisir, de petit goût de plaisir. Ben, je sens même pas l'heure passer, quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu, en tout cas, reporter cette envie-là de dépenses sur des activités nouvelles que je ne connaissais pas et qui finalement me procurent du plaisir sans me faire dépenser. Ah, mais il y a beaucoup de thématiques là, de sujets. Ah oui. Mais c'est très fort parce que, bon, déjà, la faute est un peu à toutes ces personnes dont elle fait partie, Minorité Edith, en marketing qui nous poussent à acheter, hein, qui font une pub, super pub, qui nous mettent sur Internet, hein. Un peu partout, on nous crée des besoins que, en fait, que nous n'avons pas. Qui, au final, c'est vrai, ce petit plaisir éphémère de l'achat et qui retombe très très vite, comparé finalement à ce bien-être qu'on peut ressentir une fois qu'on a accompli quelque chose, qu'on a appris une nouvelle compétence, typiquement c'est le montage, mais où qu'on a recommencé à lire, où qu'on a pu vraiment se développer de manière, on va dire, intellectuelle. Et c'est vrai que pour tout le monde, c'est pas toujours donné, et avoir, je pense, quand même cette comme une force entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on voit un peu les sirènes de l'extérieur, on peut être attiré par cela et ça peut faire un choc hein, de se retrouver effectivement soit à découvert ou avec des financiers parce qu'on a fait des choix qui n'étaient pas les bons. Et c'est vrai qu'en général, ça part toujours oui comme un déclic, un choc en disant mais c'est pas normal d'avoir une situation pareille alors qu'on aurait dû avoir une autre vie. Donc c'est vrai que donc du coup vous avez bien noté, hein, on prend son cahier. Et on fait un petit point et on évite de céder aux sirènes de la surconsommation. Mais c'est vrai qu'on a nous des choses inutiles qui nous encombrent, même l'esprit, qui nous encombrent physiquement, mais aussi l'esprit, qu'il faut peut-être commencer un peu à étayer. Et puis c'est pas grave si on n'a pas le dernier truc à la mode, parce que souvent les femmes c'est un peu ça, ou le sac à main de marque qui coûte la peau des fesses, qui ne vaut même pas son prix, on achète une marque, bon, bref, peu importe. Et je pense que, ça tu veux me rejoindre, est-ce que c'est pas important qu'on arrive à faire ça, d'avoir une vision d'avenir, une vision d'investir ou de mettre de côté pour celles qui ont besoin d'acheter un bien immobilier ou qui préparent autre chose d'important derrière, c'est ce qui manque aux femmes. Se dire, je ne veux pas tel achat pour la maison, pour la déco, pour les vêtements, parce que j'ai ce but-là à atteindre, cet objectif à atteindre. Ça passe, me rejoindre un petit peu. Alors, je pense que là encore, tu as mis le doigt là-dessus, la vision. La vision, c'est essentiel. Là, c'est vrai que je suis pas très, je connaissais pas trop les life planners. J'ai une amie qui était blogueuse à l'époque, qui est devenue coach de vie, qui a sorti ce life planner là. J'ai jamais vu, hein. Et finalement, je me suis rendu compte que ouais, c'est ça. Il faut avoir de la vision, c'est-à-dire il faut se projeter. Et moi, j'ai compris ça il y a quelques années lorsque j'ai commencé à avoir cette philosophie de on n'a qu'une seule vie. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme dans un jeu vidéo, avoir game over, reprendre la deuxième vie pour essayer, game over, reprendre la quatrième vie pour essayer et tout. Non, c'est une seule vie, c'est un seul essai. Et si l'essai est manqué, il est manqué. Et la vision, c'est quoi? J'ai appris à me projeter, même quand j'ai commencé en 2009, j'ai appris à me projeter sur les 10 prochaines années. Moi, je compte toujours en 10, en dizaines, en décennies. On a l'impression que 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, ça passe vite. De 2009, où j'ai commencé, jusqu'à, on va dire maintenant, on est en 2021, ça fait 2 décennies, ça fait, pardon, une décennie, ça passe, non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 2 décennies. Non, je me trompe. Non, ça fait une décennie, c'est ça. Ça fait une décennie, et ça passe hyper vite. Là, je me suis rendu compte, en un clignotement des yeux, voilà, on est à 10 ans plus tard. Il faut toujours se projeter sur les 10 prochaines années. Vous imaginez les personnes qui ont investi en 2009, 2008, par exemple sur Facebook. Facebook a démarré en 2007, je pense qu'ils sont entrés en bourse en 2010. Bon, à l'époque, c'était 40 ou 30 dollars et tout. Mais maintenant, on est à près de 1000 dollars ou 700, 800 dollars. Voilà. Vous imaginez, à cette période-là, la décision de dire, OK, je vais investir dans un réseau social qui ne vaut pas un clou pour l'instant, mais qui commence à émerger.
est-ce que c'est pas risqué et tout? Mais je me projette sur les 10 prochaines années. Et c'est ça la vision. Projetez-vous toujours sur les 10 prochaines années. Aujourd'hui, on a une nouvelle chance. On est en 2021. On démarre une nouvelle décennie. Donc jusqu'en 2031, on démarre une autre décennie. Et c'est une occasion en or laquelle il faut mettre toutes les chances de votre côté. 10 ans, ça passe vite. Pour les femmes, ça passe vite. Bon, les hommes aussi, ça passe vite. Les enfants aussi, tout passe vite. Celui qui a 10 ans aujourd'hui, il aura 20 ans dans quelques années. Ouais. Donc, commencez par exemple à mettre de côté, c'est ça en fait. Que votre première dépense, ça soit l'épargne. C'est difficile, c'est vrai. Mais que votre première dépense chaque mois, ce soit l'épargne. Une épargne, c'est une dépense. On pense que non, c'est bloquer de l'argent. Non, c'est une dépense, c'est la première dépense. Et c'est comme ça la vision. Mettez d'abord votre vision. Écrivez-la. Je dis toujours écrire. Je suis une geek, mais j'ai appris à écrire. J'ai appris à réécrire en fait. Parce que ça me fait du bien. Écrivez votre vision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 10 ans? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? On a l'impression que c'est un exercice rebarbatif qui est nuant et tout, c'est pour les gourous en développement personnel et tout. Non. C'est vous-même votre propre gestionnaire de votre développement personnel, c'est pas quelqu'un qui peut vous le dire. Si vous avez pris conscience de ça, ben vous avez toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on a la possibilité, on est nous-mêmes notre propre gestionnaire de développement personnel, on est nous-mêmes notre propre coach, on est nous-mêmes notre propre, on doit apprendre nous-mêmes à être notre propre thérapeute, à être notre propre relation publique manager. On doit apprendre à se vendre soi-même sur le marché du travail. On doit apprendre à faire tout nous-mêmes. Parce qu'on a toutes les cartes en main. Et souvent, on reporte comment je peux dire, nos devoirs à quelqu'un d'autre. Non, c'est à nous de le faire. Vision sur 10 ans. Où vous voyez, comment vous voyez. Dans 10 ans, moi, en tout cas, j'aurai 46 ans. Ça passe hyper vite. Quand je vais fermer les yeux, dans 10 ans, je suis à un certain niveau. Je sais où je vais, je sais ce que j'ai prévu, je sais qu'il faut que j'investisse dans tel domaine parce que pour l'instant, c'est nouveau. Par exemple, le domaine des crypto-monnaies, c'est maintenant que ça commence à devenir mainstream. Ceux qui ont commencé il y a 10 ans, ils avaient compris déjà, mais c'était risqué à l'époque parce que c'est quoi ça? C'est quoi la crypto-monnaie? C'est quoi la blockchain? C'est quoi ces trucs de geek là, à la con et tout? Mais aujourd'hui, ça commence à devenir mainstream. Les États commencent à acheter, à investir dedans. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que depuis une vingtaine, trentaine d'années, les monnaies commencent à perdre leur valeur. On dit souvent d'investir, d'épargner. C'est vrai, à la banque, c'est important. Mais vous vous rendez compte que peut-être vous allez investir 30 000, 50 000 euros sur une dizaine d'années. Et lorsque vous décidez d'encaisser cette somme, pour acheter un bien immobilier, le bien immobilier que vous visiez il y a 10 ans, 20 ans, il a augmenté. Parce qu'il y a l'inflation. Et chaque 10 ans, la monnaie, nos monnaies, les monnaies les plus importantes comme le dollar ou l'euro, perdent de leur valeur parce que ça commence à se déprécier en fait. Donc il faut vraiment vous projeter. Et moi je conseille également pour se projeter, avoir une vision. Même quand vous écrivez ce que je veux faire, ce que je veux devenir, mettez-vous des petits objectifs pour atteindre ces gros objectifs. Ça on le sait tous. Mettez-vous des petits objectifs. Ne vous mettez pas la pression tout de suite. Vous savez que dans 10 ans, vous avez un peu de temps pour mettre en place les stratégies pour atteindre nos objectifs. Et surtout, quand je dis objectif, définissez votre notion du bonheur. Parce que si, par exemple, moi, la notion du bonheur, c'est par exemple de vivre dans une maison qui m'appartient, où je peux lire mes livres, ma bibliothèque, où je peux regarder Netflix tranquillement, sans stress et tout. C'est ma vision du bonheur. Peut-être que quelqu'un d'autre, sa vision du bonheur, c'est peut-être d'aller vivre en campagne, avoir son petit chez lui, pêcher, no stress, c'est sa vision du bonheur. Peut-être que quelqu'un d'autre, sa vision du bonheur, c'est de voyager en jet privé tous les jours et tout, et d'aller jouer à Las Vegas, par exemple. Définissez votre notion du bonheur qui n'est pas liée aux autres. Ne vous mettez pas de pression parce que en vous disant moi mon bonheur c'est la vie de Beyoncé. Non. Vous savez ce qui est votre bonheur, votre réel bonheur, ce qui vous fait envie. Cherchez ça en vous. Ne cherchez pas ça dans Instagram. Cherchez ça en vous. Moi j'ai appris à découvrir c'était quoi ma vision du bonheur. Je veux être dans un no stress mood. Lire mes livres. Je cherche au moins une année pour lire tous les livres que j'ai accumulés. C'est tout.
C'est tout. La vision du bonheur qui est là, c'est tout. Passer du temps avec les enfants, voyager un peu et tout. Mais lire les livres, regarder Netflix tranquillement. Et pendant que je dors, mon argent travaille. C'est toute ma vision du bonheur. Voilà, je n'ai pas de stress avec quelqu'un ou non, me mettre des charges ou bien des problèmes qui ne sont pas les miens. Donc, mon urgence n'est pas mon urgence. Et ça, c'est ma vision du bonheur. Une fois que j'ai défini ça, maintenant, je me mets des objectifs. Bon, ok, dans 10 ans, je ne veux plus travailler dans 10 ans. Dans 10 ans, mon agent doit travailler pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok, tu fais ce que tu sais faire. Donc, tu as des business, des activités dans les domaines que tu sais faire. Ce que tu sais faire de ta main ou bien de ton cerveau. Et tu laisses ça. Tu te dis que dans 10 ans, tu as 10 ans pour travailler. Et faire tout ça. Commencer à accumuler. Commencer à investir dans des domaines qui sont nouveaux. Moi, quand j'ai commencé dans le digital, il y a 10 ans, en 2009, je me suis dit, mais elle est folle. En plus, c'est une go. Community management, c'est quoi ça? Il y a 10 ans, ensuite en Côte d'Ivoire, 2009, c'était quoi? C'est quoi le community management? Blogging? C'est quoi les trucs de bizarrerie qu'elle veut faire là et tout? Mais en fait, j'ai compris qu'il faut se mettre dans les domaines qui n'intéressent pas les gens pour l'instant. Parce que dans 10 ans, ça sera overcrowded. Tout le monde sera dedans. Et à un moment, quand ça sera overcrowded, tu te retires. Pour laisser les autres maintenant voilà, s'installer, parce que tu as fait tout ce que tu devais faire dans ce domaine. C'est pareil pour la communication digitale. Par exemple, j'ai eu à créer ma boîte il y a 2 ans et tout, après avoir accumulé toutes ces expériences dans les boîtes où j'ai travaillé. Et moi, je me suis rendu compte que non, j'ai envie d'être moi seule, tranquillement, de laisser la place aux autres, de laisser ce domaine à quelqu'un d'autre et tout. Et voilà, je fais moins ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'intéresse maintenant à d'autres domaines qui sont nouveaux, qui n'intéressent pas les gens. Comme par exemple les crypto-monnaies ou l'investissement en bourse en fait. Donc il faut toujours vous intéresser aux choses qui sont nouvelles et donc pour lesquelles vous savez que dans 10 ans, ça va être overcrowded par exemple. Donc vision, objectif sur chaque 10 ans. Chaque 10 ans, parce que ça passe, hein. Dans 10 ans, on aura, bon, j'aurai 45, 46 ans. Après, encore, dans 10 ans, voilà, j'aurai 56 ans. Et puis après, bon, voilà, quoi. Si Dieu me donne envie, peut-être une centaine d'années, et puis voilà, ciao tout le monde, bye bye, je vais le rejoindre, et puis on va faire la fête, quoi. Ouais. Non, quand on fait ça, on sait qu'on est fragmenté. Chaque 10 ans, on a encore 2 décennies ou 3 décennies. En tout cas, j'en ai 3 décennies pour profiter un peu encore. Après, ça passe hyper vite, surtout qu'on est dans un monde où, avec Internet et tout, on est obligé d'être à jour tout le temps. Vous vous rendez compte qu'avec cette pandémie, ça a bouleversé le monde du travail. Oui. Par exemple, les jeunes qui sortent aujourd'hui sur le marché du travail, ils sont complètement perdus. Même ceux qui sont en dernier cycle, ils sont obligés de faire du télé-enseignement, c'est nouveau. Le marché du travail ne peut plus absorber tout le monde. Certaines entreprises sont obligées de fermer. Il faut se réadapter. On est dans un monde où il faut se réadapter tout le temps. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous réadapter et même de pouvoir changer votre vision à un moment donné, ça va être compliqué. Dernier conseil, lisez les études prospectives. Quand je dis études prospectives, c'est vrai que ça a l'air un peu trop intellectuel. C'est pas intellectuel du tout. Lisez les études qui permettent de dire que dans 10 ans, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Lisez des études qui permettent de dire que dans 5 ans, ça sera comme ça, dans votre domaine d'activité, par exemple. Lisez ça. Ça a l'air ennuyeux, mais c'est important. Ça va vous donner au moins 5 longueurs ou 10 longueurs d'avance sur les autres. Lisez toujours ça pour pouvoir même adapter votre vision. Vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir vous dire, ah, si je m'intéresse à ça, c'est un peu proche de mon domaine actuellement, mais c'est un peu novateur dans mon domaine. Parce que dans 10 ans, ça sera comme ça dans mon pays. Dans 10 ans, le monde sera comme ça. Alors, si je commence à me former dès maintenant dedans, dans 5 ans, 10 ans, j'aurai une longueur d'avance sur tout le monde. Ça, c'est un petit conseil. Avant, je faisais pas ça, mais c'est un de mes associés qui était dans le monde de la finance, de la banque, et ils sont très analytiques. Lis les études. Lis les études. C'est compliqué, mais lis pour voir les projections. Et tu commences à t'intéresser à ça. Pendant que tout le monde ne s'intéresse pas à ça. Dans 10 ans, tu as une longueur d'avance. Vision, vision, vision. Écrivez votre vision chaque jour. Écrivez, rappelez-vous cette vision. Ça marque votre esprit. Voilà, c'est vraiment très, très, très... C'est riche. Cette émission va durer 3 heures parce que là, c'est très, très, très riche. Je retiens une chose que tu as dit, c'est l'épargne est une dépense. Ça a l'air de rien, mais pour une dépensière, par exemple, pour moi, par exemple, qui aime dépenser, le fait de me dire que l'épargne est une dépense, ça me soulage. Parce que comme j'aime dépenser, là, c'est comme si... Tu mets ça dans la catégorie des dépenses. Je vais pouvoir continuer à dépenser. Donc, c'est psychologique, en fait.
voilà, mais c'est vrai que c'est une dépense. Putain, ça sort de mon budget, de mon courant. Donc, c'est une dépense. Et c'est tellement bien de le savoir. Donc ça, il faudra qu'on le note, qu'on le mette, parce que franchement, c'est important. Ça, c'est important. Et sur l'indépendance financière, là, nous, on revient de loin quand même. On parle beaucoup aux femmes et tout. Et on revient de loin parce que, par exemple, nous, en France, ça fait à peine 50 ans qu'une femme a le droit d'ouvrir un compte en banque et de signer un contrat de travail sans son mari. Donc, si ça fait à peine 50 ans, c'est qu'il y a tout aussi un rattrapage, j'imagine, hein, à faire au niveau des pratiques, de la pratique du budget, de l'investissement. Il y a tout un rattrapage parce qu'on est en retard sur l'autonomie, en tout cas, l'autonomie de nos dépenses et même du fait de gagner de l'argent. Et l'indépendance financière, on dit que c'est justement ne pas dépendre d'un travail. Donc, nous, on quitte le côté « Ah, j'ai un travail sur mon mari, c'est bon, je peux signer ». Et maintenant, c'est qu'on nous demande maintenant de… Même ce travail-là, en fait, c'est vrai, tu l'as acquis maintenant, c'est bien, mais ne compte plus dessus, tu vois, ne compte plus dessus. Et selon toi, donc il y a l'épargne. Toi, tu as parlé de l'épargne, c'est vrai, mais maintenant, quand on a épargné, si on a épargné, quel est, si on veut débarrer comme ça, à diversifier nos revenus en termes d'investissement, s'il y a un premier investissement à faire, c'est lequel? On parle souvent de l'immobilier parce qu'on dit que ça c'est sûr, etc. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui est aussi sûr que l'immobilier, par exemple? Oui, et là aussi, c'est vrai que quand tu as fini d'épargner, bon, tu n'as pas fini d'épargner, on continue toujours d'épargner en fait, voilà. Mais c'est comme faire planter un jardin. Donc, on continue de l'arroser pour qu'il continue à produire régulièrement. Lorsqu'on a cueilli, il faut qu'il continue encore à produire. L'immobilier, c'est un très bon domaine aussi parce que, par exemple, il y a plein de vidéos YouTube, de documentaires qui présentent même des jeunes femmes de 19 ans, 20 ans qui ont acquis leur premier appartement grâce à leur épargne, grâce aussi à certains mécanismes avec la banque, par exemple. Parce que ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que vous pouvez l'utiliser comme hypothèque. Une fois que vous avez acquis un premier bien, vous pouvez utiliser ce bien-là comme hypothèque pour avoir un autre prêt avec la banque pour acheter un autre bien immobilier et vous retrouver avec deux ou trois appartements ou 2 ou 3 terrains par exemple qui dans 10 ans vont prendre de la valeur que si vous souhaitez vous pouvez revendre encore dans une dizaine d'années. Donc il y a l'immobilier, mais également c'est pour ça que j'ai parlé de lire les études prospectives dans vos domaines, de vous intéresser aussi à l'actualité, pour voir également des domaines qui commencent à prendre de l'ampleur, à intéresser les gens, les modes de consommation, par exemple. Quand je parle de modes de consommation, par exemple, le secteur de la livraison fonctionne beaucoup. Bon, en tout cas, ici, ça a commencé depuis les 5 dernières années à connaître une véritable éclosion jusqu'à ce qu'on ait des géants dans le secteur qui viennent s'installer. Ici, je prends le secteur des laveries, lavage de voitures. Voilà, lavage de voitures ici, en tout cas à Abidjan, ça explose et tout. Le secteur même de la cosmétique, par exemple, la cosmétique bio, on va dire en griffe, qui commence à évoluer. Donc, déjà, avant d'investir dans un domaine, au-delà d'investir cet argent en espérant gagner gros, il faut connaître ce domaine. Il faut aussi que vous soyez un peu passionné par ça. Parce que si vous décidez, par exemple, d'ouvrir un bar, ou bien d'ouvrir un coffee shop, parce que c'est tendance, et que vous n'aimez pas forcément gérer des hommes, c'est-à-dire gérer du personnel, parce que vous n'avez pas ce leadership là pour gérer des personnes et tout, et il faut être là au quotidien aussi dans ce genre d'établissement et tout. Moi par exemple, j'étais à un moment il y a une dizaine, avant d'entrer dans le domaine digital, pendant une année, j'ai géré un bar, restaurant, lounge, j'étais la gérante. Pendant 1 an, mais c'est un autre monde, le monde de la nuit. Il faut gérer les hommes, il faut suivre les serveuses, parce qu'il y avait beaucoup de vols, des changements de bouteilles, ce genre de choses. Il faut être là au quotidien. Donc, il faut aimer ça. Donc, si vous mettez dans un domaine que vous n'aimez pas déjà à la base, parce que oui, il y a de l'argent dedans, vous cherchez à investir votre argent parce que oui, tout le monde fait ça, vous allez vous casser la tête totalement, quoi. Donc, il faut investir dans un domaine parce que, même si je vous cite les domaines, il faut que vous identifiez un domaine qui est en phase avec votre personnalité. Si vous n'aimez pas les gens,
Quand je dis aimer les gens, sociabilité n'est pas tout le temps être dehors et tout, pour avoir du contact avec les gens. Les domaines de la restauration, les domaines du contact et tout, ça va pas vous aller en fait. Et finalement, vous allez investir de votre argent et puis perdre cet argent. Identifiez un domaine qui correspond à votre personnalité. Et quand vous avez identifié un domaine qui correspond à votre personnalité, voyez comment fonctionne ce secteur. Posez des questions. Ou bien aller passer du temps avec ces personnes qui sont dans ces secteurs d'activité, ou lisez, regardez des documentaires sur ces personnes qui sont dans ces activités. Vous allez voir le pour et le contre. Est-ce que c'est réellement rentable? En combien de temps? Ou qu'est-ce que la législation, comment la législation encadre ce secteur? Parce que aussi on peut investir dans un secteur et puis c'est beaucoup taxé. Oui, c'est vrai. Et vous allez vous retrouver tout le temps à payer des taxes et tout, des impôts. Finalement, on va dire, ah, mais merde, qui m'a dit de me mettre dedans alors que finalement, tout mon argent va dedans et je gagne rien. Donc, il faut vraiment vous documenter sur ce secteur une fois que vous avez identifié que ce secteur correspond à votre personnalité. Par exemple, si vous n'aimez pas le commercial, comme j'ai dit, le contact, à un moment où il y a des choses comme commercial ou livraison de nourriture, vous n'avez pas, par exemple, aimé. Mais si vous aimez, par exemple, préparer, faire des petits plats et tout, vous pouvez vous mettre dans un secteur pareil, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, à la maison, faire repas à domicile, par exemple. Si vous aimez le contact, vous pouvez faire une maison d'hôtes, par exemple. Investir dedans. Peut-être parce que vous avez un appartement, peut-être votre parent a un appartement qui vous a rétrocédé, vous pouvez investir dedans, par exemple. Donc, investissez dans les domaines qui correspondent à votre personnalité. Quand vous avez identifié ça, documentez-vous, lisez, regardez des documentaires, prenez des notes, faites ce qu'on appelle analyse, je crois que c'est SWOT, non, les faiblesses, les forces de ce secteur d'activité, et puis ensuite vous dites, ok, j'y vais. Et surtout, avant d'investir aussi, ayez de bons conseillers. Quand je parle de conseiller, je reviens toujours à l'aspect fiscal. On pense que, ouais, non, ouais, c'est bien, ça fonctionne, je peux mettre dedans, je vais commencer à investir. Non. Trouvez quelqu'un qui est juriste, qui est fiscaliste. Quand j'ai commencé avec mon agence de communication digitale, au début, c'est ce que j'avais fait, mais j'ai pas choisi la bonne personne. Donc, j'étais un fiscaliste, un ami. Évitez aussi les amis qui sont dans le domaine, qui vont vous dire ce que vous voulez entendre et qui ne géraient pas forcément bien. Et qui ne donnait pas les alertes forcément à un moment donné pour régler tout ce qui est impôts et tout. Et vous vous retrouvez à la fin avec devoir ça, par exemple. Donc, ayez quelqu'un qui vous dit ce qu'il vous fait, qui n'est pas forcément un ami, mais qui est un bon fiscaliste, un bon analyste financier, qui est froid, bête et méchant sur les chiffres. Parce que l'objectif de votre argent, c'est pas jouer votre argent, c'est que ça vous rapporte de l'argent. Trouvez quelqu'un comme ça, qui va vous dire voici ce qu'il faut faire pour te protéger, fais ton business et tout, pour être tranquille et tout ça. Mais quelqu'un qui est un professionnel du domaine et qui n'est pas votre ami. Quand vous avez tout ça, mettez-vous dans ce domaine. Et puis maintenant, n'attendez pas que ça soit parfait aussi. C'est vrai que j'ai dit il faut qu'il y ait toutes ces informations, mais commencez à tester déjà pour voir si ça fonctionne. Par exemple, si vous créez des bijoux, voilà, vous pouvez déjà commencer à tester, puisqu'il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Commencez à tester vos créations. Ne mettez pas beaucoup de charges sur vous au début. Commencez à tester pour voir si ça intéresse les gens. Et quand vous sentez que vous êtes débordé de commandes, ok, vu que vous êtes déjà renseigné sur votre secteur d'activité et tout, vous avez une longueur d'avance, vous commencez maintenant à monter en compétences, à monter à l'échelle en fait, et produire pour satisfaire votre clientèle, parce que vous avez rendu compte que ça commençait à plaire, à intéresser. Donc, testez aussi un peu pour voir comment les gens réagissent à votre business également. Donc, c'est beaucoup d'éléments, mais la priorité, c'est d'abord, comme je l'ai dit au début, trouver quelque chose qui résonne avec votre personnalité. On investir dedans. Si ça ne résonne pas avec votre personnalité, à un moment donné, ça va devenir, quand c'est plus un plaisir pour vous. Ça devient une charge, hein. Ça devient une charge, vous allez faire n'importe quoi et puis perdre votre argent, perdre du temps inutilement, en fait. Donc, prenez votre temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'argent, votre épargne est là, que ça commence à grossir un peu. Oh oui, je vais investir et tout. Non. Attendez, renseignez-vous bien d'abord avant de vous lancer. Il y en a qui ont investi, par exemple, je reviens aux crypto-monnaies, qui ont investi sur les cryptos, même qui ont même investi sur le marché du trading, parce que maintenant il y a des applications de trading qui sont accessibles en ligne. Vous voyez plein de vidéos, ouais, le gars il est en Porsche.
je suis en Porsche, je roule, je monte dans mes jets et tout parce que j'ai investi dans cette application de trading. Mais c'est du bullshit, excusez-moi. C'est du bullshit parce que si vous n'êtes pas bien formé, vous allez perdre beaucoup d'argent aussi. Donc faites très attention, renseignez-vous d'abord. Vous n'êtes pas obligé de dépenser votre épargne tout de suite. Renseignez-vous d'abord dans les domaines qui fonctionnent et qui résonnent avec votre personnalité. Et puis, entourez-vous de bons conseillers, de professionnels qui comprennent comment investir dans votre secteur d'activité, qui vous donnent de bons conseils. Et puis ensuite, lancez-vous. Quand vous sentez que ça commence à coincer, continuez. Mais si vous commencez à comprendre que ça ne fonctionne pas du tout, pour éviter le maximum de casse, retirez-vous et essayez autre chose qui résonne toujours avec votre personnalité. C'est important. Ouais. Ce qui est dit est vraiment très fort parce que je vais un peu parler de mon expérience personnelle dans le fait de vraiment d'avoir de bons conseils et de la bonne personne. Moi, ça va faire 10 ans. D'ailleurs, avec mon mari, on arrivait à un point de notre vie, on s'est dit bon, on voulait acheter un bien, parce qu'on avait marre en région parisienne d'avoir des revenus, des loyers trop importants. On s'est dit pour le même montant, on peut investir, avoir notre bien et puis on ne peut pas investir. Au départ, c'est vraiment pour notre résidence principale. Puis on se rend compte qu'avec nos revenus de l'époque, on ne pouvait pas acheter le bien que l'on voulait sans s'éloigner, sans se retrouver dans des communes, dans des quartiers qu'on ne voulait pas, enfin desquels on ne voulait pas. Et nos enfants se dit bon, on va investir. Et là, on a commencé à être démarchés par des personnes soi-disant qu'on appelle je sais non patrimoine, je ne sais pas, bref, qui vous font des bilans patrimoniaux, machin, et puis donc là on me fait un bilan, on me dit que avec mon salaire actuel, projection sur 20-30 ans, que plus tard ma retraite était, je crois à l'époque, estimée à genre 1000 euros, truc comme ça, parce que voilà. Et là j'ai eu un gros blanc, j'ai dit comment c'est possible avec mes revenus actuels d'avoir c'est le système actuel de retraite et compagnie. Donc là, ils nous embarquent dans un discours mais très bien ficelé en disant il faut investir. Et on décide d'investir dans un bien immobilier qui s'avérait être une résidence de tourisme. Sauf que nous, on ne s'est pas renseigné. Voilà, c'est vraiment de prendre le temps, c'est important. On a signé notre premier bien, on était content d'avoir fait l'acquisition immobilière avec un grand gestionnaire de résidence de tourisme, vraiment vu. Les premiers mois, tout se passait très bien. Sauf que le marché du tourisme en France a commencé à dégringoler. Donc voilà, on s'est retrouvé avec un deuxième, troisième, quatrième gestionnaire avec des retards de loyer, des impayés. On voyait la liste des personnes qui, comme nous, avaient fait des investissements immobiliers, ont commencé à vouloir vendre à perte. Et en plus, derrière, avec le niveau fiscal, parce que quand c'est comme ça, on a acheté son TVA, enfin bon, ça peut être voilà, on se retrouve avec une déclaration fiscale où sur les revenus, on a un crédit d'impôt. Donc, si on commence à l'utiliser, ben, résultat, on doit de l'argent à l'État. Bref, on s'est retrouvé dans un truc enfermé dans un projet qui au départ était magnifique parce que forcément on a investi et puis on se dit on a des loyers qui rentrent et ça a été la grosse déception parce qu'en plus d'autant plus pour moi parce que je suis comme inspecteur des finances publiques donc c'est quand même ce qui me connaît, je m'étais renseignée sur le produit en lui-même et il nous manquait cet aspect vraiment on va dire de flair qu'on n'avait pas. L'investissement immobilier c'est très bien mais pas n'importe quel immobilier, pas n'importe quel bien, pas n'importe quelle situation géographique, tout ça a son importance, pas avec n'importe quel gestionnaire si c'est du tourisme, si c'est une résidence de seniors ou étudiants, bref il y a tout un tas de domaines dans lesquels on peut investir, comment faire attention à la localisation, au bien en lui-même et puis se projeter, ce qui nous a montré se projeter. À quel moment on a pensé de regarder le tourisme, est-ce que c'était risqué, pas risqué, et ça nous a tellement échaudé mon mari et moi que c'est vrai qu'on est devenu un peu plus, un peu comme les Français, la plupart des Français. On épargne, mais on a peur d'investir. Peur de se lancer. On perd cet argent, on a des enfants, parce que pour nous, c'était vraiment se dire d'avoir un bien pour transmettre un jour à nos enfants, pour que plus tard, ils aient eux aussi de quoi commencer la vie, avoir un peu plus, voilà. Et aussi pour notre résidence plus tard principale. Et donc là, j'écoute des conseils, je suis toute vie, je comprends les crypto-monnaies, j'en ai entendu parler aussi il y a plusieurs années, mais j'ai tellement peur. Comment on fait pour... Enfin, de toute façon, jamais sûr l'investissement. On le sait très bien, l'investissement, il y a une part de risque qui, malheureusement, fait partie du jeu. Parce qu'on ne peut pas gagner si on perd un petit peu. On n'est pas prêt à perdre quelque part. Comment on fait pour dépasser ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, une fois qu'on a été comme ça, un peu, échaudé. Comment on fait pour se relancer? Est-ce qu'il y a commencer peut-être petit? Est-ce qu'il y a un petit montant? Enfin, le montant, sans plus parler forcément de chiffres précis, mais est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à mettre en place pour recommencer à investir de manière un peu sécure, même si je sais très bien que c'est pas sûr à 100%.
En fait, tu as répondu un peu déjà à ta question. Tu as eu de l'expérience. Et c'est ça aussi l'investissement. Forcément, dans chaque investissement, on va toujours perdre. Il faut être préparé psychologiquement à perdre. Ça, c'est une évidence. Et c'est un avantage que tu as déjà d'avoir eu cet échec déjà. Et ça, c'est important parce que quand c'est tout beau, tout est clean, tu as l'impression que tout est clean, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc déjà, il y a eu cette expérience, première expérience. Peut-être même tu peux en avoir une deuxième ou troisième, hein. Mais il faut mentalement et psychologiquement s'attendre à toujours être floué, déçu dans un investissement et à perdre en fait. Et il faut capitaliser sur chaque perte. Moi, je prends mon expérience dans le trading. J'ai commencé il y a 2 ans, parce que j'ai découvert ça par hasard, je cherchais et tout, je me renseignais, je lisais, parce que je voulais avoir moins de contacts en griffe dans mon métier, parce qu'à un moment, j'étais tellement exposée, tout le temps, je faisais, quand j'étais digital manager, tout le temps avec les clients, les rencontres avec les clients, au contact et tout, avec les équipes. Moi, je me suis rendu compte que je voulais être dans mon cocon, en fait, et je cherchais une activité qui me permettait d'être dans mon cocon, sans avoir trop d'interaction avec les gens, mais qui me permettait d'investir et tout, et de ce côté analytique là que j'aime bien, qui me permettait de développer ça. Donc je me suis intéressée au début au trading, donc j'ai découvert ça moi seule, comme ça, en lisant des articles sur internet, en découvrant comment ça fonctionnait, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence en fait, donc investir à la hausse ou investir à la baisse, et puis récupérer ses gains, et puis donc je me suis laissée aussi fouiller par les publicités mensongères, ouais non, voilà, j'ai appuyé sur un bouton vente, si au bout de 60 secondes c'est descendu parce que tu as misé sur la perte, la baisse de l'action de Tesla ou je sais pas quoi, mais tu encaisses tes gains, voilà, la vie est belle quoi, tu vois. Et je me suis bien grillée, en tout cas la première année, je me suis vraiment bien grillée, mais j'ai beaucoup appris. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais ça, malgré les grosses pertes que j'ai encaissées. Et ça, c'est la base. Hein. Dans le trading, par exemple, je prends ce volet-là. Il faut s'attendre forcément à perdre et à griller son budget. Ça, vous allez le lire chez tous les traders indépendants. De griller vos premiers budgets, en fait, vos premiers investissements. Et je l'ai appris par la force des choses. Mais ça m'a permis aussi de découvrir que j'aimais ça. Malgré les pertes, pendant 1 an, j'ai pu trader parce que franchement, j'étais traumatisée et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est un secteur où l'émotion n'a pas sa place. L'émotion n'a absolument pas sa place. Il faut être bête et méchant dans l'investissement. Il faut aussi se calmer parce que souvent on a une certaine euphorie quand on investit et qu'on a commencé à gagner 1 ou 2 fois des gains sur telle action et tout. On veut encore revenir et tout. C'est un peu comme le jeu, le gambling, les paris en fait, comme au casino en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai commencé à être très addictive à ça et que je voulais tout le temps être sur les marchés. Mais j'ai perdu encore. Au bout d'une autre année où je suis revenue dessus en me disant non, c'est bien, j'ai capitalisé sur mes pertes et tout, cette fois-ci c'est la bonne, j'ai encore perdu encore. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais en fait à chaque fois, à chacune de ces pertes en fait, j'apprenais quelque chose sur moi. Et ça m'a permis de m'intéresser encore plus à ça, bizarrement. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait juste que je me forme un peu plus, que je sois patiente. Et donc j'ai beaucoup lu. J'ai lu des articles. Je me suis abonnée à des chaînes spécialisées sur YouTube de traders qui ont aussi perdu pendant plusieurs années, mais qui ont appris, qui se sont formés. Et il y a une certaine philosophie de vie derrière, parce que par exemple, un trader indépendant, il va pas tout de suite se lever le matin pour se mettre sur son ordinateur. Il fait un peu de yoga. Il a des heures de trading, de 9h à 10h pendant 2 heures. Et puis après ça, il se bloque la tête pour dire non, je vais pas sur le marché, je reste tranquille et tout. Il y a une véritable philosophie derrière. Mais la perte dans un investissement, il faut s'attendre à ça, forcément. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on se rend compte que voilà, il y a tel rouage qu'on découvre. Tu as découvert que voilà, il fallait d'abord identifier le type de bien qu'on avait, lire les textes de loi, par exemple, qui concernent ce secteur. Et ça, c'est comme ça qu'on apprend. Dans n'importe quel secteur dans lequel on se lance, il faut lire, voir s'il y a des textes de loi qui régissent
ce secteur d'activité avant de se lancer dedans. Et c'est ce que tu as découvert aussi. Il faut voir, lire des expériences aussi sur les réseaux sociaux. Il y a plein de forums, peut-être, ou si peut-être tu t'étais renseigné même en lisant pour voir que des personnes aussi avec qui de ce genre de biens. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un domaine qui concernait ça et tout, dans lequel on pouvait se retrouver à payer tel impôt, telle taxe en fait. Donc il faut lire. Mais un investissement, il est toujours à risque, forcément, parce qu'on ne maîtrise pas le monde dans lequel on se trouve. On peut investir dans le secteur de la restauration. En 2019, tout va bien, on a notre crédit qu'on commence à payer. Et puis, en juin 2020, on nous dit que voilà, tout est fermé, on ne peut pas ouvrir parce qu'il y a le coronavirus. Alors qu'on doit continuer à payer le loyer du restaurant, on doit continuer à payer les traites de la banque, avec nos propres traites de notre maison et tout. On ne pouvait pas contrôler le coronavirus en fait. Donc forcément, il y en a plein qui ont investi dans des domaines qu'ils adoraient, mais pour lesquels ils sont à perte. Ils continuent de payer des traites à la banque parce que il y a des événements extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut se mettre ça en tête, que chaque investissement est risqué. Mais que cela ne vous empêche pas de continuer à vous informer sur ce secteur si vous l'aimez réellement, à lire le maximum de témoignages de personnes qui se sont lancées dans votre domaine, dans cet investissement, de lire le maximum de témoignages. C'est ça qui est fait la beauté d'Internet. Il y a plein de témoignages de personnes de témoignages honnêtes de personnes qui se sont cassées la tête en se lançant dans des secteurs qu'ils adoraient en fait, et de lire de leurs expériences passées et de se protéger, d'apprendre à se protéger même quand à un moment donné il y a un risque qui intervient. Donc ça devait arriver forcément, mais c'est capitaliser sur ça en fait. Et c'est pareil pour n'importe quel type d'investissement, même dans le trading. Un trader par exemple, un bon trader, il a forcément un ratio d'être 3 gains ou 4 gains sur 10 investissements en trading. C'est pas 100%, c'est pas le monde d'Alice au pays des merveilles où tout est beau, tu as acheté des actions de CFAO, tu as acheté des actions de Nestlé, et puis voilà, tu as eu une plus-value de 10%, même en investissement boursier. Même Warren Buffett, il fait pas 25% chaque année. Le Saint Graal, c'est même 10%. L'épargne, par exemple, en épargne, quand on a son épargne en banque, bon, c'est des 3%, 3,5%, bon, ouais. Non, même en bourse, ça dépasse pas les 10%, quoi. Mais tout est question de volume et de consistance. C'est la consistance, c'est vraiment être consistant. Puis continuer à apprendre comment fonctionne son secteur pour être le plus rusé possible. En fait, dans cette histoire, c'est une affaire d'être rusé. C'est d'être le plus rusé possible dans l'investissement dans lequel on se lance. Et puis d'avoir du recul pour voir, je suis lancé dans le secteur de la restauration, ou bien dans le secteur de la mode, ou bien dans le secteur dans n'importe quel secteur, et d'avoir le maximum d'informations sur ce secteur d'activité. Comme je reviens toujours à cette histoire de longueur d'avance, avoir une longueur d'avance sur 10 ans, 20 ans. Et c'est pareil pour les investissements. Donc, il faut mentalement se préparer à perdre. C'est comme ça. Quand on sait qu'on peut perdre, même quand on a perdu, peut-être 20% ou 30% de son capital, ou 50%, même des fois 80%, ok. C'est revenir plus fort, avec plus d'informations, et puis continuer. En fait, c'est la résilience. L'investissement, c'est la résilience, en fait. On peut être pressé en disant, oui, non, je m'attends à gagner tout de suite, en 3 mois, commencer à générer des revenus. Non, mentalement, il faut se préparer à se dire que peut-être que dans 1 an ou 2 ans, ça va rapporter. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mon agence de communication digitale, quand je me suis lancée, en 2016, mon investisseur, mon business angel, une agence de communication digitale, lui, il voulait commencer à rentabiliser en 3 mois, au bout de 3 mois. Je lui dis, c'est pas possible. On est dans le secteur du service. La com digitale, il faut déjà intéresser des clients. C'est un secteur qui est toujours novateur et tout. Même quand on génère du chiffre d'affaires, on a des charges patronales, on a des charges opérationnelles et tout. Donc, tout rentre dedans, forcément. Il ne faut pas s'attendre à générer une plus-value tout de suite. Et ça, quand on n'est pas préparé, c'est compliqué. Donc, c'est une très bonne expérience. Voir toujours le bon côté des choses, c'est une très bonne expérience. Et il faut juste avoir le maximum d'informations. Et c'est pareil pour tous les secteurs dans lesquels on veut investir.
il faut toujours se préparer à perdre. C'est comme ça. Ouais, c'est très intéressant cette émission. On arrive en fin d'émission et je me rends compte. Déjà ça passe vite, hein. Ça passe vite, hein. Je me rends compte que je m'attendais à parler beaucoup chiffres, tu vois, beaucoup chiffres, beaucoup budget. Et on a parlé énormément d'humain, de développement personnel, de vision, la culture de l'échec aussi. Donc, se servir de ces échecs comme d'une leçon, en fait, d'apprendre et de pas avoir honte, en fait, de voilà, ces échecs. exactement. Et donc, en fait, investir, c'est vraiment très, très, très humain. Même si je sais que tu as dit que c'était froid, bête et méchant, mais ça vient vraiment de la personne qu'on est, de notre capacité à rebondir, notre capacité à mettre nos énergies au bon endroit. Et c'est très, 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 très intéressant. Et bon, j'aimerais finir quand même sur une note, comment dire, d'avenir et de formation. Est-ce que selon toi, quand même, tu trouves pas que c'est un domaine qui devrait être enseigné? Je dirais, peut-être pas en primaire et tout, mais à partir du moment où les gens commencent à avoir un peu d'argent de poche, ou je ne sais pas, lycée, allez, pourquoi pas le lycée. Est-ce que, au lieu de nous enseigner l'économie en tant que telle, on peut faire ça, continuer à faire ça, bien sûr, c'est intéressant et c'est utile, mais à côté, de mettre quelque chose de très pragmatique, du quotidien, et tu vois, l'indépendance financière, la liberté financière, moi, vraiment, plus je t'écoute et plus je me dis, mais pourquoi c'est à 40 ans ou à 30 ans que les gens se réveillent? Ouais, on se réveille pour dire, ah tiens, on va faire les lignes de notre budget, etc. Pourquoi c'est pas à 17 ans ou à 18 ans que, à côté des cours d'économie qu'on nous donne au lycée, on nous met pas aussi ce truc-là, peut-être même en option. Laisser la liberté aux gens de choisir, c'est une telle option, tu vois. Franchement, j'aimerais tellement, je sais pas si c'est, les gens y pensent, ou l'éducation nationale y pense dans certains pays. Peut-être que ça se fait dans d'autres pays, hein. Peut-être que, je sais pas, chez les anglo-saxons, comme ils sont tellement en avance sur nous. Ou à Singapour, par exemple, j'ai déjà vu des émissions avec des enfants qui étaient en primaire, hein, où la maîtresse donnait les billets, va mettre ça au tableau, combien ça fait si tu dépenses ça, etc. Nous ici, non, ça n'existe pas. Non, parce que en fait, ça c'est tellement bien dit. Et moi, par exemple, quand j'ai découvert Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, j'ai découvert quand j'avais 26 ou 27 ans, mais ça a changé mon mind. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Pourquoi dans le primaire, on m'a pas mis ça dans la tête? En fait, c'est parce que nous aussi, dans nos pays francophones, l'argent est tabou. C'est ça. La richesse est tabou. C'est ça. Parce que déjà c'est tabou de parler d'argent, parce que on dit que quand tu parles d'argent, tu es matérialiste. Oui. Alors que chez les anglo-saxons, non. C'est un outil, en fait. L'argent, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Mais nous, dans les pays francophones, c'est tellement une fin en soi que c'est tabou d'en parler. Et donc, quand tu en parles, on se dit non, tu es matérialiste. Et forcément, à l'école, on va pas en parler. Parce que à l'école, on va te brouiller le crâne de plein de choses dont tu n'as pas forcément besoin quand tu vas sortir plus tard, avec des logarithmes népériens et tout ça. Et quand tu sors, même au bout même quand tu commences à travailler et tout, tu n'as pas cet avantage-là psychologique, en fait. Et quand finalement tu commences à gagner tes premiers revenus, la société t'apprend à dépenser. C'est le but. C'est ça. Parce que si tu dépenses, tu permets aussi à l'État de gagner de l'argent. Mais quand tu vois les Américains, c'est vrai, on parle d'évasion fiscale. Après ça, c'est mauvais, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu lis des livres de Tony Robbins, en fait, on t'apprend juste à jouer contre le système. Parce que le système, il est là pour te bouffer. Même l'épargne, tu peux te retrouver avec ton épargne, avoir épargné sur 20-30 ans, dans des fonds, des FCP, des fonds de capitaux propres, ce genre de choses. Et tu te rends compte que ton courtier, lui, il n'était pas là pour te faire gagner de l'argent, il était là pour te faire payer des frais. Et quand au bout de 20 ans, tu décides de récupérer ton épargne, tu te rends compte de tous les frais, surtout aux États-Unis, c'est pire, de tous les frais, peut-être tu as 20% ou 30% de frais que tu dois payer avant de récupérer ton argent. Alors que si tu avais une connaissance du système, tu pouvais peut-être éviter ce courtier et aller sur autre chose. Donc en fait, on ne nous apprend pas ça à l'école parce qu'on veut faire de nous des consommateurs à la base. C'est pour ça que les banquiers nous proposent tous ces produits et tout ça, parce que derrière, c'est pas pour notre bien, c'est pour eux gagner de l'argent à la base. Donc, si on nous apprend ça dès l'école primaire ou de choses, même nous, parents, je veux dire, c'est des choses aussi, si on a découvert sur le tard, malheureusement, mais si on avait appris ça dès
il y a 15 ans, 16 ans, on serait tous milliardaires aujourd'hui, en fait. Et on aurait peut-être 10% ou 40% de la classe mondiale qui serait propriétaire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est le système qui veut ça. C'est à nous de faire. Parce que maintenant, nous, on a une certaine connaissance pour apprendre ça aussi à nos enfants. Moi, par exemple, mon aîné qui a 13 ans, pendant les fêtes, il m'a dit, parce qu'il veut devenir homme d'affaires, je sais pas. Homme d'affaires dans quoi? Faut préciser quoi, mais bon. Il est très, très smart. Et donc, il me disait avec ses amis, ils ont cotisé toute l'année. Ils ont fait une tontine, cotisé et tout. Ils ont épargné, ils ont eu 200 000 francs, je crois, ça fait 300 euros, 350 euros. Bon, voilà, ils ont décidé de faire une petite célébration dans le quartier et tout. Mais j'étais tellement étonnée qu'il me dise ça, il a 13 ans. Non, ils vont réussir à épargner ensemble pour un projet commun. C'est vrai que c'était la fête, mais ça montre déjà qu'il y a ce skill-là, en fait. Bah oui. Et puis, il est décomplexé par rapport à l'argent, en fait. Parce que je lui ai montré que c'est un outil. Et si tu commences tôt, déjà à épargner, à mettre de côté, même si c'est 50 francs CFA ou 1 euro ou 2 euros ou bien 50 centimes et tout, tu commences déjà. Mais imagine, tu as 13 ans aujourd'hui. Dans 20 ans, si tu fais le point, dans 30 ans, quand tu feras le point, mais tu auras une heure d'avance. Et ça, malheureusement, l'école ne va pas nous apprendre. On a demandé, il y a plein de campagnes ici sur l'éducation financière qu'on propose. Moi, par exemple, je suis membre du jury du premier concours national de gestion de portefeuille en bourse. Ça commence, mais c'est des initiatives privées. Donc, vu qu'on a cette connaissance, maintenant nous, toi, moi et tout, c'est maintenant à nous de répercuter cette connaissance à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants, pour qu'ils comprennent que c'est d'eux maintenant qu'il faut être life-saving, commencer à se contrôler psychologiquement. Comme tu as dit, c'est psychologique, c'est un travail psychologique soi-même. Au-delà des chiffres, c'est le self-control. Que la société autour de nous n'ait pas d'influence sur nous et qu'elle ne fasse pas de nous des consommateurs décérébrés, parce qu'on est des consommateurs décérébrés et c'est dommage. Moi, je prends par exemple mon banquier ou mon gestionnaire, mon banquier, mais quand je lui parle d'indépendance financière, il ne comprend pas. C'est vrai que la plupart des banquiers même ne comprennent pas en fait, parce qu'ils n'ont pas acquis cette culture aussi d'indépendance financière en fait. Et ça, c'est compliqué. Donc, tu vas lui dire non, travaille pour mon avantage. Mais lui, il n'est pas là pour travailler pour ton avantage, il est là pour travailler pour la banque. C'est ça le problème. Donc, ça doit se faire à l'école. Mais malheureusement, nos États ne comprennent pas trop ça. Donc, c'est à nous, avec toutes ces connaissances qu'on est en train d'acquérir et tout, en lisant un livre, en regardant des vidéos ou des documentaires, c'est à nous de permettre, même si nous, on n'a pas pu commencer tôt, de permettre à nos jeunes frères et sœurs, à nos enfants, d'avoir ça et de commencer tôt à se contrôler pour arriver à cette indépendance financière qui est toujours en construction en fait. Et pour terminer, je pense que vous connaissez ce qu'on appelle le FIRE. Vu ce que ça signifie en anglais, mais c'est une nouvelle vague de personnes qui ont pris leur retraite à 30 ans, 35, 45, 50 ans, parce que en bossant, en travaillant dans les entreprises dans lesquelles ils travaillaient, en tout cas en travaillant, ils ont commencé à mettre de côté et ils se sont donné un objectif en fait, en disant quand je vais finir, je veux générer moi-même peut-être $1,000 ou $5,000 par mois. Et comme il va me rester, après 30 ans, quand j'aurai 30 ans, il va me rester peut-être, on va dire, 50 ans, je me dis 50 ans encore à vivre. Pendant 50 ans, avec cette retraite-là, combien je dois générer par mois pour toujours avoir ce même niveau de vie? Quand vous faites le calcul-là de ce dont vous avez besoin pour avoir votre indépendance financière, tout ce que vous faites maintenant a pour objectif de vous permettre d'atteindre ce but-là et dans quelques années de vous retirer parce que vous avez réussi en travaillant dur, malheureusement, pour l'instant, de mettre de côté pour pouvoir atteindre cette indépendance financière et pouvoir faire les choses qui vous intéressent au quotidien. Donc ça prend du temps, mais on peut nous-mêmes, avec les expériences et l'information qu'on a, le faire projeter à nos enfants, leur apprendre ça en fait. Donc c'est vraiment un travail quotidien, c'est psychologique et c'est une manière de se discipliner. L'indépendance financière, c'est la discipline en fait. Merci. Ça peut plus mieux dire. Merci Edith. On bien un business plan à venir, non Nous, sur l'indépendance financière des femmes, moi j'achète. Ah oui, non, faut que tu nous sortes un livre où
Ah oui, oui. C'est comme on dit, non, en fait, ça c'est en prévision parce il y a tellement d'informations que je peux partager et tout, que le livre, ça c'est vraiment, au bout de 2 ou 3 ans, c'est l'objectif. Oui. Capitaliser avec toutes ces expériences que je chante. Parce que je veux dire que je suis dans un laboratoire. Oui, moi-même, j'apprends en fait au quotidien les rouages du système. Et quand tu connais les rouages du système, tu es capable maintenant de partager tout ce que tu as appris pour ouvrir les yeux en fait des autres femmes. C'est ça. Merci. Avec plaisir en tout cas. Alors Joël, on arrive à la fin, là on a plus que débordé. On a bien débordé, parce que là c'était tellement intéressant que... il y a tellement de choses à dire. Non, il y a trop de sujets dans le sujet en fait. Il y a trop de sujets dans le sujet. Il y a la vision, il y a l'échec, il y a le mental, il y a l'autodiscipline. Il y a trop de sujets dans le sujet. Ah oui, vraiment. Donc, non, franchement, merci beaucoup, Edith, d'avoir passé cette heure avec nous, de nous avoir donné des conseils précis en plus, précis, et qui sont liés de ton expérience. C'est toujours intéressant parce que, bien sûr, il y a des personnes qui ont étudié tout ça et qui peuvent donner cet enseignement, mais je trouve que quand même, une personne qui a su se remettre en question et aborder une nouvelle phase de sa vie et pratiquer, se rater, recommencer, voilà, pour moi c'est toujours précieux. Donc franchement merci beaucoup. On espère que ça vous a plu en tout cas, que vous avez pris vos papiers, vos stylos et que dès ce soir vous allez faire comme moi, vous traumatiser avec les... Prenez tous les reçus là et puis notez. Avec les reçus. Là je vais aller dans mon dressing, ça va m'énerver même. Je vais voir toutes ces robes, je vais dire, vous savez à quoi ici vous? Je vous porte une fois ou deux et puis c'est fini. Non mais c'est vrai, je vais aller les insulter là. Donc non, merci énormément et voilà, nous en tout cas, le mot de la fin pour moi c'est indépendance financière, la liberté. Parce que pour moi en fait c'est vrai que c'est un principe, la liberté, c'est pour ça aussi que je me suis mise à mon compte, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, je tiens tellement à être libre. Oui. Et du coup, cet aspect de l'argent en fait partie en fait. Et en réalité, la dépendance financière, c'est la liberté. C'est s'offrir une liberté peut-être plus tard de vivre le bonheur tel qu'on le conçoit. Donc voilà, merci pour cette liberté que tu nous as offert, Edith. Merci. Merci à vous, merci Perle, merci Joël pour l'opportunité. En tout cas, c'était un bon moment. Ouais. Et puis, ça fait du bien de parler avec d'autres femmes de ces choses-là, souvent qui paraissent tabous, mais au contraire, qui peuvent, permettre à des femmes de pouvoir aussi se libérer et de ne pas être dépendantes, en fait, parce que c'est la dépendance qui nous tue. C'est vrai, la dépendance qui nous tue. Merci. Ah! Non. Non, mais, je suis en train dans la tête, je suis en train de créer une conférence. Oui. Ah, mais des questions, j'ai un peu d'avoir exploré le sujet, il y a un moment, il y a encore tellement à dire. Ouais. Au plaisir, et puis si vous avez besoin encore de moi pour les prochaines fois, je suis dispo. Oh, merci, Edith, parce que là, t'as sorti trop de sujets, donc on va te réinviter pour que tu mettes chaque petit point. Sans problème. On va faire tout un programme. Merci beaucoup, merci à celles qui nous ont écoutés. On se retrouve le dimanche prochain. Je vais laisser Perle avec le mot de la fin. Et puis voilà, pour ce dimanche, c'était déjà très très bien, très fourni. Le mot de la fin, tout a été dit, c'est vraiment aux femmes de prendre un peu enfin l'indépendance qu'elles méritent et de se discipliner, de faire les choses avec une vision sur le long terme. Et c'est vraiment ce que je retiens de cette émission. Et une fois qu'on sait où on va, on se donne les moyens d'y arriver avec des actions concrètes à mettre en place. On évite les sirènes de surconsommation et après, dans 10 ans, on est au bord d'un yacht, brisé, comme dirait Linda. Avec mon poisson braisé et mon yacht. En tout cas. Alors, on vous dit donc à bientôt, dimanche prochain, 15h30, pour votre émission Focus Sur. Merci d'avoir écouté encore aujourd'hui et on vous dit donc bon dimanche et à très bientôt sur Focus, donc l'univers de la femme, de la mère et de la pro.